Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique où on revoit ma tête. Ça faisait longtemps, peut-être qu'elle vous a manqué, ou alors non. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, nous allons parler ni plus ni moins de Spider-Man No Way Home, probablement l'un des films les plus attendus de l'année et le film le plus attendu de cette fin d'année. C'est simple, je suis allé le voir au Grand Rex et je n'ai jamais vu des files d'attente pour rentrer dans des salles aussi longues. C'était vraiment incroyable à voir. Spider-Man No Way Home qui nous raconte... Alors, je vais essayer de rester vague, même si je pense que si vous êtes en train de me regarder, bah c'est que vous avez vu le film. Après, si vous êtes en train de me regarder et que vous comptez aller voir le film, je vais essayer de rester assez vague dans mon résumé pour que vous ayez des surprises comme j'en ai eu. Spider-Man No Way Home reprend directement à la fin de Spider-Man Far From Home, au moment où l'identité secrète de Spider-Man, donc Peter Parker, a été révélée à la Terre entière. Suite à cela, Peter Parker va avoir pas mal de soucis et va donc essayer de trouver un moyen pour retrouver son identité secrète, et cela va engendrer un gros bordel. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Cette vidéo va être structurée en 3 parties. La première va être une partie où je vais donner mon avis sans spoiler. La deuxième va être une partie où je vais donner mon avis avec spoiler. Et la troisième comportera un point que j'aimerais aborder avec vous. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin. Et mon micro est très près de ma bouche. C'est super ça. Spider-Man No Way Home est un film compliqué. Voilà, j'ai enfin lâché la phrase que la moitié des youtubeurs lâchent. Je suis fier de moi, j'ai accompli un truc dans ma vie. Non, plus sérieusement, c'est un film compliqué parce que quand j'ai vu le film... Alors déjà, la séance était absolument géniale. C'est-à-dire que j'étais au Grand Rex, donc. Alors j'étais pas en grand large, j'étais en salle 2 parce que... même si je voulais de l'ambiance, je voulais quand même entendre le film, du coup je suis allé en salle 2, sauf que quand je suis allé en salle 2, enfin quand je suis arrivé dans la salle 2, et ça fait beaucoup de fois que je dis salle 2, quand je suis arrivé dans la salle, en espérant de l'ambiance, mais quand même pouvoir entendre le film, il s'est passé ça. Ce qui fait que, d'entrée de jeu, j'ai perdu tout espoir d'entendre le film. Résultat, j'ai quand même pu suivre le film, j'ai quand même pu entendre ce que les personnages disaient, parce que, j'ai oublié de le dire, je l'ai vu en VF, donc j'avais pas les sous-titres pour m'aider au cas où je n'entendais rien. Mais donc voilà, je suis en train de faire une aparté assez longue, et je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Mais donc le fait est que la séance était génial, les fans hurlaient, bondissaient, pleuraient, c'était vraiment une ambiance assez incroyable et j'avoue avoir totalement participé à l'euphorie qu'il y avait dans la salle. Et j'ai passé un pur bon moment devant No Way Home, c'est-à-dire que et pourtant c'est rare chez moi, hein. J'ai crié, j'ai bondi, j'ai chialé, je suis passé par toutes les émotions, ce qui fait que No Way Home est... devenu instantanément la meilleure séance que j'ai eue cette année. Après le marathon Seigneur des Anneaux, parce que ça quand même, ça c'était au Grand Rex aussi. Le Grand Rex, vous êtes vraiment un très bon cinéma. Je pense que je vous apprends rien, mais continuez sur cette voie, c'est trop cool ce que vous faites. Et donc, j'ai beaucoup aimé le moment. Voilà, je pense que ça on l'a compris parce que je l'ai répété 40 milliards de fois. Quand je suis sorti de la séance, ça a été le moment où j'ai dû prendre du recul sur ce que j'avais vu. Et je me suis rendu compte que Spider-Man No Way Home, bien qu'il m'ait fait beaucoup de bien, n'est pas un bon film. N'est vraiment pas un bon film. Et c'est pour moi le moins bon des Spider-Man avec Tom Holland. Je vais expliquer pourquoi. T'inquiète pas, reste là. Je vais commencer par les points qui m'ont plu. Alors... je le répète, je reste... je ne vais pas spoiler. Voilà, je vais rester très vague sur ce que je dis. Je vous promets de faire attention. Tout d'abord, je dois dire que le développement de Peter Parker dans le film est pour moi le meilleur développement qu'il a eu. Parce que, ça y est, Peter Parker va devoir... faire face à des événements assez graves qui vont à mon avis, changer sa personne à vie. Et je trouve que son développement et tous ces moments, en l'occurrence, il y en a deux. Ces deux moments-là où il va devoir faire des choix, ces deux moments-là qui vont l'impacter pour sa vie, je trouve que ces deux moments-là sont vraiment très émouvants. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai versé des larmes.
J'ai versé des larmes, voilà. Je trouve que c'est vraiment très fort parce que, bah, en plus d'être plutôt bien écrit à ce moment-là et très touchant, je trouve que Michael Giacchino, qui est le compositeur donc des 3 Spider-Man du MCU et également de Doctor Strange, il me semble, eh bien je trouve que là, il signe l'une de ses plus belles partitions. Alors pas l'une de ses plus belles partitions tout album confondu, mais parmi tous les albums qu'il nous a offert, il nous les a offerts, il a dit tiens, voilà un album. Bah, parmi tous les albums qu'il a fait pour les Spider-Man du MCU, je trouve que c'est l'une, si ce n'est sa plus belle partition. Putain, je me suis perdu. Bon, en gros, il y a 2 moments dans le film. Le premier m'a fait chialer, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Et la musique est très très bonne. Et le deuxième, bah, j'avoue que là, j'ai plus trop de souvenirs de la musique, mais je me souviens avoir chialé également parce que j'ai trouvé ça très très touchant et pour le coup, vraiment bien écrit. Je dois dire également que c'est le Spider-Man avec Tom Holland qui est pour moi le plus violent, le plus brut, où on sent vraiment que le personnage grandit. Et il y a une scène, je reste toujours très vague, où il s'abandonne complètement à son côté dark et à son côté... bah, il a la haine contre un certain personnage. Et je trouve ce moment-là vraiment très intéressant. Je trouve que ça fait du bien de voir un Peter Parker en colère, énervé, et qui a besoin de se défouler, en fait. Et je trouve que vraiment, ça, c'est un point qui est vraiment très intéressant. Voilà, surtout que ça se passe durant un combat, et dans ce combat-là, il y a vraiment un côté très... bah, il n'y a pas de voltige, c'est très corps à corps, c'est très brut. C'est vraiment un combat où tu sens que le gars, il en a marre et qu'il veut juste défoncer sa gueule à l'autre personnage, et j'ai trouvé ce point-là vraiment très intéressant parce que j'avais pas eu l'habitude de voir un Spider-Man autant en colère, autant s'abandonner à sa haine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Maintenant... Et bah c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué parce que je trouve que Jon Watts nous a signé cette fois-ci sa réalisation la plus plate. Alors, il y a quelques petites idées de réalisation que j'aime bien, notamment un plan séquence au début du film. À un moment, le personnage de Peter Parker et le personnage de MJ, bah oui, MJ, et le personnage de MJ sont en train de se parler au téléphone, et en fait, on va avoir... comment expliquer ça? On va avoir un plan sur la main de Peter Parker qui tient le téléphone et on va voir MJ, et on va avoir un plan sur la main de MJ qui tient le téléphone où on voit Peter Parker. Ça a un nom, et putain, je suis en école de cinéma et je connais même pas le nom de cette idée de mise en scène. C'est génial, vraiment. Donc cette idée de mise en scène a un nom, je le mettrai sûrement, je l'afficherai quelque part, et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais, ah si aussi, l'arrivée d'Electro, c'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce. J'ai bien aimé l'arrivée d'Electro, j'ai bien aimé comment elle était filmée, comment elle était conçue, même si après, c'est problématique, parce que, à part ces petites idées de mise en scène que je vous ai citées, le film, en termes de mise en scène, est extrêmement plat. En termes de photographie, est extrêmement moche. C'est simple, je me demande même s'il y a eu une photographie. Parce que c'est soit gris, c'est soit terne, et ça ne raconte rien. C'est probablement le film Spider-Man le plus laid qu'on ait eu jusqu'alors, et je ne comprends pas, et en plus de ça, je suis désolé, mais le scénario est extrêmement mal écrit, c'est-à-dire que, et là je vais devoir rentrer dans la zone spoiler. Alors j'ai essayé de développer mon argument sur le scénario sans spoiler. Les méchants qui reviennent ne sont pas écrits, c'est-à-dire que ils reviennent, mais ils n'ont pas de développement, ils n'ont aucun développement, ou en tout cas je ne l'ai pas vu, mais c'est assez catastrophique quand même. En fait, ce film pour moi, c'est limite du foutage de gueule envers les fans, parce que Marvel Studios avait l'occasion de faire, pour moi, vraiment le plus grand film Spider-Man, sauf qu'ils ont choisi un réalisateur qui n'est pas talentueux. Ils ont choisi les scénaristes d'Ant-Man 2, ils ont choisi un directeur photo qui n'a jamais fait, selon moi, de grande photographie. Et les FX, ah oui, les FX, je trouve vraiment que nous servir des FX comme ça, c'est quand même une honte. C'est-à-dire que le lézard et l'homme sable, qui sont dans la bande-annonce encore une fois, sont quand même moins bien faits que dans leur film d'apparition. Et il me semble que Spider-Man 3 c'est 2007 et The Amazing Spider-Man 1 c'est 2012. On est en 2021, presque en 2022, c'est quand même... Franchement, là, Marvel, il y avait des effets spéciaux pas terribles sur Shang-Chi, et d'ailleurs sur tous vos autres films de cette année, mais là, vraiment, vous avez touché le fond du fond, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et donc voilà, pour moi, Spider-Man No Way Home avait pour occasion d'être le plus grand film Spider-Man, parce que tout était réuni pour que ça soit le film Spider-Man ultime. Vraiment...
Voilà, je vais peut-être plus dire le film Spider-Man ultime que le plus grand film Spider-Man. Et bah pour moi, limite Marvel se sont foutus de notre gueule parce que ils nous ont mis tout ce qu'on voulait, mais ils n'en ont rien fait. Et à partir de maintenant, je vais passer en critique avec spoiler. Donc voilà, vous avez 10 secondes pour quitter cette vidéo. Non, ne quittez pas cette vidéo. Vous avez 10 secondes. Je vous mettrai... de toute façon, cette vidéo sera chapitrée. Venez à la fin. Venez à la fin parce que y a un point que j'aimerais bien aborder avec vous et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc restez. Voilà. Je sais pas comment construire mes phrases, c'est vraiment super. Ah putain merde, je me suis taché. À partir de maintenant, nous sommes donc en critique avec spoiler. Donc, je vous laisse 3 secondes pour aller directement au chapitre, au point que j'aimerais aborder avec vous. 1, 2 et 3. Enfin, à quoi sert le fait de nous avoir ramené tous ces méchants et de nous avoir ramené tous les Spider-Man, enfin, tous les Spider-Man live, j'entends, à part nous faire plaisir. C'est-à-dire que, oui, ça m'a fait plaisir. Oui, j'ai hurlé quand j'ai vu Andrew Garfield et quand j'ai vu Tobey Maguire. Je t'aime, Tobey. Vraiment, je t'aime. Mais là, ça se voit que t'en as rien à péter d'être là. Vraiment. Donc oui, ça m'a fait plaisir de les voir. Vraiment très très plaisir. Ça m'a fait chialer quand les 3 Spider-Man se font un câlin à la fin. Mais ils n'ont pas de développement. Ils n'ont pas de développement. C'est-à-dire que les méchants, mention spéciale au bouffon vert, j'ai vu que pas mal de gens avaient été contents du développement du bouffon vert et je respecte totalement, mais personnellement je trouve son développement vraiment calamiteux, c'est-à-dire que c'est vraiment, mais comme pratiquement tous les autres méchants qui retournent leur veste, c'est vraiment, bon ok, bon allez, on n'est pas si méchant que ça. Et puis, bon, ok, en fait, on est si méchant que ça. C'est vraiment pas français. C'est pas français ce que je dis. Je trouve que tous les méchants sont calamiteux. C'est-à-dire que, déjà, en termes d'acting, c'est pas ça. Hein. En termes d'acting, c'est pas ça. On sent que les mecs sont venus chercher leur chèque, hein, clairement. Mais en plus de ça, ils ne sont pas développés. Comme le Spider-Man de Andrew Garfield et comme le Spider-Man de Tobey Maguire. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous répéter des choses qu'on sait déjà. Alors, je sais que faut pas forcément juger avec ses attentes, mais j'aurais bien aimé que on me raconte... le fait que Tobey Maguire ait affronté de nouveaux méchants, le fait que... alors, ça se trouve, ce que je vais dire est un gros affront, hein, voilà, donc je m'en excuse. Mais j'aurais kiffé savoir que Tobey Maguire avait eu un enfant avec Mary Jane, et qu'il avait évolué dans sa vie, comme pour le personnage de Andrew Garfield. Et c'est pas le cas, ils passent leur temps à nous répéter ce qu'on sait déjà, et en plus de ça, Tobey Maguire n'en a rien à foutre d'être là, mais vraiment, il en a rien à péter. Andrew Garfield, bah, il y a des moments où il en a rien à foutre, il y a des moments où il se donne un peu, mais tu sens que les gars sont venus cachetonner, quand même, hein, comme tous les acteurs des méchants. En plus de ça, le scénario est extrêmement mal écrit parce que c'est bien gentil de nous dire que toutes les personnes, il me semble que c'est ça, hein, toutes les personnes savant qui était Peter Parker avant que son identité soit révélée au monde entier reviennent, arrivent dans l'univers donc du MCU. C'est bien sympa de nous dire ça, mais pourquoi Venom il est là alors? Parce que... bah, il sait pas qui c'est Peter Parker. Et puis aussi, Doctor Strange a quand même mis un putain de film à apprendre à faire de la magie, à apprendre à faire des portails. Pourquoi Ned y arrive aussi facilement? Pour moi, c'est vraiment... Bah, on n'a pas d'idée, ta gueule, c'est magique. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça marche pas, il y a un truc qui marche pas dans ce scénario. Et c'est normal, c'est les mecs qui ont écrit Ant-Man 2 qui l'ont écrit. C'est normal que ça marche pas. Il y a un bon gros nombre d'incohérences que j'ai sûrement oublié, mais je me souviens m'être dit plusieurs fois devant le film, mais ça c'est pas possible, comme le fait que Electro ait changé de look. Alors apparemment il a changé de look parce que Jamie Foxx, on avait marre d'être bleu, on avait marre du look de The Amazing Spider-Man 2, du coup il a dit, il nous a fait clairement une Samuel L. Jackson sur Star Wars avec son sabre violet quoi, il nous a dit je veux pas ce look, j'en veux un autre. Mais oui, mais sauf que ça n'a pas de sens dans la diégèse de ton univers, enfin ça n'a pas de sens. Comme le fait que l'homme sable reste homme sable, et comme le lézard. Comme le lézard, je veux dire, l'homme sable et le lézard. Alors le lézard c'est plus compliqué parce que il me semble qu'il doit prendre quelque chose pour rester lézard. Et là le mec il reste je ne sais combien d'heures en lézard, donc c'est impossible. Et l'homme sable, bah il peut se retransformer en humain. Ça n'a aucun sens qu'il s'assoie sur le canapé en homme sable. Ça n'a pas de sens. En fait, ce qui s'est passé, je pense, il me semble qu'ils avaient dit ça que, en gros, ils avaient commencé le tournage sans avoir la confirmation de certains acteurs. Et si c'est vraiment arrivé, bah ça se sent les gars, hein, parce que, je suis désolé, mais l'homme sable n'a aucune raison de rester homme sable tout le film. Il est là à la fin, mais c'est parce que vous l'avez eu à la fin. C'est comme pour le lézard, c'est pareil. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait,
ce scénario, enfin plein de points de ce scénario n'ont absolument aucun sens dans l'univers, dans ce que tu essayes d'instaurer. Rajoutons à cela le fait que tous les méchants qui reviennent et les Spider-Man qui reviennent cachetonnent et ne sont pas développés. Que la réalisation de Jon Watts est d'une platitude extrême. Je veux dire, on nous fait revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield en chant contre chant dans une cuisine. Dans une cuisine. En plus, les effets spéciaux dans cette scène-là, comme dans tout le film, je suis désolé, sont absolument ignobles. C'est horrible quand les Spider-Man à la fin partent, on dirait la fée Clochette d'ailleurs, quand ils partent en fée Clochette, mais c'est dégueulasse. Cinématographiquement parlant, il y a vraiment pas grand-chose qui va. Il y a vraiment pas grand-chose qui va. Alors oui, j'ai énormément kiffé ma séance. J'ai hurlé, j'ai bondi, j'ai chialé. Mais en fait, ce film, quand je le reverrai dans 2 ans, bah il m'apportera plus rien en fait. Parce que je saurais ce qu'il y a dedans. En termes de réa, il n'y a rien. En termes de scénario, c'est incohérent. En termes d'acting, bah, c'est pas tip-top. Hein, c'est pas tip-top. Et en termes d'effets spéciaux, c'est moche. Bah du coup, je suis désolé, mais pour moi, Spider-Man No Way Home n'est pas un bon film. Et j'insiste bien sur le pour moi. Et pourquoi j'insiste sur le pour moi? Eh bien parce que depuis quelques jours, je vois fleurir sur Twitter des tweets de personnes ayant aimé No Way Home et des tweets de personnes n'ayant pas aimé No Way Home. Alors, je dis sur Twitter, mais en soi, bah, je vois ça également dans la vie, voilà. Mais Twitter est un bon exemple, je pense. Donc je vois des tweets de ces personnes-là, d'une condescendance et d'une prétention que je trouve assez insupportable en fait. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord sur un film, bien sûr, mais pourquoi nous insulter? Ou pourquoi nous répondre avec des tons condescendants où on dirait qu'on essaye de dire que notre avis est supérieur à celui de la personne en face? Ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça. Alors, je vois venir certaines personnes. Effectivement, en soi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour faire des réflexions à ce sujet, parce qu'il est vrai que, notamment concernant les personnes qui attendaient énormément la sortie de No Way Home, j'ai pu répondre de manière un peu condescendante, et je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse, et j'ai été con, j'ai été vraiment très con de faire ça. Bah, je le dis, voilà, je le dis maintenant, je ne ferai plus ça. Voilà, je ne ferai plus ça, je m'efforcerai de ne plus du tout le faire, parce qu'en fait c'est ultra vain, et le cinéma est un art subjectif, comme tout art. Mon meilleur ami Alexandre a pas mal aimé No Way Home, alors que, comme vous avez pu l'entendre, je ne fais pas partie des gens ayant beaucoup aimé No Way Home. Mais je ne vais pas aller lui dire qu'il a tort de l'aimer. Je peux lui dire, bah je comprends pas trop pourquoi tu l'as aimé, et bah, je suis pas d'accord sur ces points-là, et il peut me dire la même chose, inversement, mais on va pas s'insulter. Et puis on va pas clairement sous-entendre que notre avis est supérieur à celui de l'autre. Le cinéma, comme j'ai dit, est un art subjectif. Pour moi, il n'y a pas d'avis supérieur à d'autres. Que vous ayez aimé No Way Home, c'est très bien. Que vous n'ayez pas aimé No Way Home, c'est très bien. Débattons sur le film, mais ne nous insultons pas. Et arrêtons de paraître supérieur, d'être condescendant. J'ai vu un tweet d'une certaine personne disant « Attends, mais t'as 38 ans et tu fais les mêmes tweets que des gamins de 14 ans. » Parce que cette personne avait fait un tweet, un sondage où il demandait à ses abonnés quel était le meilleur Spider-Man entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que cette personne ait fait ça? Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas... C'est juste un tweet pour savoir ce que pensent leurs abonnés concernant ces Spider-Man-là, c'est tout. Alors oui, le tweet a été fait plein de fois, et même moi, ça a tendance à me saouler, parce que personnellement, je trouve que c'est un débat qui commence à devenir très très vain. Personnellement. Mais des personnes... penseront le contraire que moi, et je vais pas les insulter, je vais pas aller me foutre de la gueule de ces personnes ouvertement sur un réseau social. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Sincèrement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Parce que les fois où je l'ai fait moi, bah, je me suis rendu compte que ça m'apportait rien, donc c'est pour ça que je m'en excuse, vraiment je m'en excuse d'avoir fait ça, et je vais arrêter de faire ça, parce que c'est quand même mieux, pour moi ça nique plus les débats qu'autre chose. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Chacun et chacune a sa cinéphilie. Voilà, c'est pas parce que t'as pas vu Le Parrain que t'es pas un vrai cinéphile. Putain, je viens de relancer un truc qu'il fallait pas relancer là. Je suis désolé. Donc voilà, je pense que
J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Alors, vous l'avez remarqué, je tourne cette partie de la vidéo bien plus tard que la première partie de la vidéo. Parce que j'avais besoin d'être au calme, j'avais besoin de poser mes arguments plus posément. J'ai pas d'arguments en fait, j'ai pas d'arguments, c'est juste que j'aime bien tourner la nuit. C'est tout, je sais pas. Je sais même pas si j'aime bien tourner la nuit. Je sais pas ce que je dis. Sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Voilà, il y a d'autres vidéos comme celle-ci qui existent, des critiques audio, des critiques accompagnées. Je tiens également un compte Twitter et un compte Instagram qui s'afficheront en description. Et donc voilà, faisons la paix. Sur ce, je vous promets, mais vraiment je vous promets de prendre rendez-vous avec un coiffeur. Vraiment, je sais que c'est difficile pour vous, vraiment. Donc voilà, je vous promets, je vais prendre un rendez-vous avec un coiffeur. Et je m'en vais côtoyer d'autres univers. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle t'a plu, et également à t'abonner. Et sur ce, eh bien je vous dis salut. Voilà.